14 mars 2005. Le hameau de Belle-Épine, niché au cœur du parc naturel régional du Morvan, baigne dans une atmosphère pesante. Un vent glacial s'engouffre dans les embrasures brisées des fenêtres, faisant gémir l'ancien manoir des Deux-Montagnes, abandonné depuis des décennies. La poussière millénaire danse dans les rares raies de lumière qui filtrent à travers les volets clos, éclairant des scènes de décrépitude figées dans le temps. Le docteur Élise Moreau, jeune archiviste du département de la Côte d'Or, progresse avec prudence, sa lampe torche perçant l'obscurité. La gorge serrée par l'odeur persistante de moisissure, de vieux bois et d'une note indéfinissable, un relent de chair ancienne et de secrets oubliés, elle sent le poids de l'histoire sur ses épaules. Sa mission, retrouver des documents notariés, des titres de propriété, tout ce qui pourrait aider à la réhabilitation de ce domaine oublié. Elle s'aventure dans les entrailles du manoir, chaque pas résonnant dans le silence séculaire. Les salles sont dévastées, les meubles éventrés, les tentures moisies. Les bibliothèques, autrefois imposantes, gisent désormais effondrées, leurs volumes épars recouverts d'une épaisse couche de saleté. Élise, méthodique, balaie du regard les étagères vermoulues et les piles de livres, cherchant un indice, un signe. C'est au fond d'une de ces bibliothèques écroulées, dissimulée derrière un pan de bois menaçant de céder, qu'une forme inattendue attire son attention. Un coffre en chêne massif, son bois noirci par le temps, se révèle. Un cadenas rouillé, lourd et ancien, scelle son contenu, promettant une découverte inestimable, ou à l'inverse, une banale déception. L'intuition d'une trouvaille significative pousse Élise à forcer l'ouverture, le grincement métallique brisant le calme. Contre toute attente, le coffre ne recèle ni bijoux rutilants, ni monnaie d'or. À la place, Élise découvre une collection de portraits miniatures, délicatement peints, datant du XVIIIe siècle. Les visages, saisis avec une précision troublante, affichent une ressemblance frappante, presque anormale. Leurs traits sont étrangement similaires, certains même légèrement déformés, comme si une même lignée génétique avait été étirée à l'extrême. Sous ces effigies énigmatiques repose un registre paroissial jauni, ses pages épaisses et fragiles. À première vue anodine, les écritures manuscrites révèlent rapidement une répétition obsédante de prénoms familiers, et des dates de mariage entre cousins germains, oncles et nièces, se succédant sur plusieurs générations. Un frisson d'horreur et de fascination parcourt Élise. Le silence du manoir semble soudainement lourd, chargé du poids d'un passé monstrueux, enfin mis à jour. Plongée dans le registre jauni, Élise sentit une froideur insidieuse l'envahir. Chaque page tournée révélait des patronymes identiques, des dates de mariage répétées entre individus, dont les liens de parenté devenaient effroyables. Les portraits miniatures, étalés sur la table poussiéreuse, confirmaient visuellement cette endogamie, les visages présentant des similitudes troublantes, certains avec des traits légèrement altérés, comme sculptés par une lignée contrainte. Ce N était plus une simple curiosité historique, C était la mise au jour d'un secret familial systémique, une pratique ancestrale, visant à consolider un patrimoine foncier au prix d'une dégénérescence progressive. La jeune archiviste réalisa que ce manoir N était pas seulement un lieu oublié, mais le mausolée d'une lignée sacrifiée sur l'autel de la conservation des terres et du statut social, une sombre tradition ancrée dans l'histoire rurale française. Armée de calques et d'arbres généalogiques ébauchés, Élise s'attela à démêler le lisier et le lisier chevaux des Deux-Montagnes. Les mariages entre cousins germains, oncles et nièces, se succédaient avec une régularité alarmante, défiant non seulement la morale, mais aussi les règles canoniques, et plus tard, les lois civiles. Elle se remémora l'article 161 du Code civil français, interdisant ces unions pour prévenir les risques génétiques et sociaux, bien que des dispenses ecclésiastiques aient existé. L'absence ou la présence de ces dispenses dans les registres paroissiaux allait devenir une clé de son enquête. Ce N n'était pas un cas isolé, mais une lignée entière, délibérément enfermée sur elle-même, une stratégie d'autoconservation foncière typique de certaines grandes familles terriennes françaises, pour qui le sang et la terre étaient indissociables. Sa conviction grandissant, Élise entreprit de consulter d'autres archives départementales et municipales, espérant y trouver des actes notariés complémentaires, ou des registres d'état civil plus exhaustifs. Cependant, une résistance sourde commença à se manifester. Les requêtes tardaient, des documents étaient jugés non consultables, pour des raisons floues. Bientôt, un nom émergea dans les couloirs feutrés de l'administration. Maître Henri de Montaigne. Cet avocat à la retraite, figure respectée de la noblesse bourguignonne, fit parvenir à Élise un message courtois mais ferme, l'exhortant à la discrétion, et au respect de l'honneur familial.
Il mettait en garde contre toute interprétation hâtive, susceptible de salir une lignée séculaire, invoquant la protection de la vie privée, comme un bouclier infranchissable. Ce qui avait débuté par de simples retards administratifs, se transforma en une pression plus insidieuse. Des rumeurs commencèrent à circuler, d'abord à demi-mot, puis plus ouvertement, dans les cercles professionnels et sociaux d'Élise. On la dépeignait comme une archiviste trop zélée, obsédée par des vieilles histoires sans importance, cherchant à salir la réputation d'une famille honorable. Certains collègues la mettaient en garde, lui suggérant de ne pas remuer la boue, soulignant l'influence persistante des deux Montaigne dans la région. L'omerta rurale, cette chape de silence qui protège les secrets locaux, commençait à se refermer sur elle. Loin de la décourager, cette opposition renforça la détermination d'Élise. Elle savait désormais qu'elle touchait à une vérité bien plus profonde et dérangeante que de simples titres de propriété. Face à l'escalade des pressions, Élise comprit qu'elle ne pouvait plus avancer seule. Le voile de discrétion, initialement une protection, devenait une entrave, menaçant d'étouffer sa quête de vérité. Elle réalisa que l'honneur familial, évoqué par Maître de Montaigne, était qu'un paravent pour une histoire bien plus sombre. La jeune archiviste, malgré une pointe d'appréhension, décida de franchir un nouveau cap, celui de l'officialisation de son enquête, non plus comme une simple recherche historique, mais comme une investigation potentiellement explosive. Il était impératif de solliciter des institutions capables de percer l'opacité locale. Sa première pensée se tourna vers la gendarmerie, non pas pour déposer une plainte criminelle immédiate, mais pour signaler des entraves à son travail et des indices de manipulation de documents publics, un délit grave en soi. Cette démarche, risquée, était une déclaration de guerre silencieuse, mais nécessaire. Elle savait que chaque nouvelle étape la rapprochait du cœur du secret, mais aussi de dangers insoupçonnés. Quelques jours plus tard, Élise se présenta à la brigade de gendarmerie d'Autun, le chef-lieu d'arrondissement le plus proche, un bâtiment austère mais rassurant. Elle fut reçue par le capitaine Laurent, un homme d'une cinquantaine d'années, au regard perspicace et à l'attitude pragmatique. Avec calme et méthode, Élise déroula son récit. La découverte du coffre, les portraits troublants, le registre paroissial et ses mariages consanguins à répétition, puis les obstructions administratives et les rumeurs malveillantes. Elle montra des copies des extraits les plus éloquents, des ébauches d'arbres généalogiques et les lettres de Maître de Montaigne. Le capitaine Laurent, d'abord circonspect face à ce qu'il pouvait percevoir comme une lubie d'historienne, fut progressivement captivé par la cohérence des faits et l'insistance de l'archiviste. Il expliqua les limites de leur intervention, mais promit d'ouvrir une enquête préliminaire discrète sur les irrégularités administratives et les pressions qu'elle avait subies, reconnaissant la gravité potentielle de l'affaire. Parallèlement à cette nouvelle voie officielle, Élise décida d'élargir son champ d'action archivistique. Consciente que les archives départementales de la Côte d'Or, bien que vitales, pouvaient être influencées, elle orienta ses recherches vers des sources plus éloignées de elle, épicentre familial. Les archives nationales, avec leurs fonds immenses, offraient une opportunité d'accéder à des documents qui auraient pu échapper à la vigilance ou à l'influence des deux Montaigne au fil des siècles. Elle se plongea dans les inventaires en ligne, cherchant des traces de litiges fonciers anciens, de successions complexes ou de correspondances impliquant la famille dans des affaires plus vastes, loin de leurs fiefs morvandiaux. L'idée était de trouver des actes notariés ou des jugements qui, par leur nature ou leur ancienneté, n'auraient pas été sujets aux mêmes manipulations que les registres locaux. Était une tâche de longue haleine, un travail de fourmi nécessitant une persévérance inébranlable, mais Élise sentait qu'une vérité plus grande attendait d'être exhumée. En attendant les réponses des institutions, Élise ne négligea pas l'approche la plus humaine, et souvent la plus révélatrice. Le témoignage oral. Elle entreprit une série de visites discrètes, dans les hameaux voisins de Belle-Épine, sous couvert de recherches sur l'histoire locale générale. S'approchant des habitants les plus âgés, souvent assis sur leurs bancs devant leur maison, elle posait des questions anodines sur la vie d'antan, les familles anciennes, les traditions. La résistance fut palpable. Les visages se fermaient, les réponses devenaient évasives dès qu'elle mentionnait les de Montaigne. Ah, les de Montaigne, étaient de la bonne famille, très respectable, disait-on souvent, les yeux fuyants. L'omerta rurale, cette chape de silence protectrice, était bien réelle. Mais au-delà des mots, Élise captait des regards lourds de sous-entendus, des soupirs chargés de non-dits, des silences qui en disaient plus long que n'importe quel discours. Chaque non-réponse, chaque hésitation,
renforçait sa conviction que le secret était bien gardé, et que beaucoup en connaissaient des fragments. Sa persévérance finit par payer. Au détour d'un chemin de terre, dans une ferme isolée, Élise rencontra Madame Geneviève Laval, une vieille dame aux mains noueuses par le travail de la terre, dont le regard pétillait d'une malice bienveillante. Après plusieurs tasses de tisane et des heures de conversation sur les récoltes et les hivers rigoureux, Élise osa aborder le sujet des deux Montaigne. Madame Laval hésita, puis, d'une voix basse et rocailleuse, commença à évoquer les histoires que sa grand-mère lui racontait. Elle parla d'enfants un peu à part, de visages marqués par la nature dans le manoir, de mariages entre cousins pour garder la terre. Elle ne comprenait pas les termes de génétique, mais ses descriptions, bien que pudiques, étaient d'une clarté effrayante. On disait que le sang était trop vieux, qu'il tournait en rond dans la famille, comme l'eau croupie dans un puits fermé, murmura-t-elle, les yeux rivés sur un point lointain. Ces mots, chargés de la sagesse populaire et de la douleur d'un passé non dit, résonnaient comme une confirmation cinglante des découvertes d'Élise, donnant une voix aux générations silencieuses. Après sa rencontre avec le capitaine Laurent, Élise s'attendait des avancées concrètes, mais la machine administrative se révéla d'une inertie frustrante. Ses requêtes d'accès à des registres fonciers ou des actes de succession plus anciens, pourtant jugés essentiels par la gendarmerie pour son enquête préliminaire, s'enlisaient dans les méandres bureaucratiques. Aux archives départementales, des documents clés étaient subitement en cours de restauration ou non disponibles pour consultation publique, sans explication valable. Les délais de réponse étiraient, les formulaires se perdaient, et les fonctionnaires, d'ordinaire affables, adoptaient une politesse glaciale, leur regard fuyant trahissant une gêne. Élise percevait une main invisible à elle, œuvre, transformant les rouages habituels de l'administration en un labyrinthe obstrué. Cette résistance passive, plus insidieuse qu'une opposition frontale, était une forme d'entrave difficile à prouver, mais redoutablement efficace pour ralentir toute progression. Elle sentait les portes se refermer, non par un claquement sec, mais par une lente et inexorable dérobade institutionnelle, chaque obstacle confirmant l'ampleur du secret. Loin de s'estomper, les murmures malveillants autour d'Élise s'amplifiaient. Ses collègues, autrefois curieux ou solidaires, commençaient à l'éviter, certains lui glissant des conseils ambigus sur les dangers de fouiller trop profondément. Des appels anonymes parvenaient à sa hiérarchie, remettant en question son professionnalisme et son jugement, la dépeignant comme une archiviste obsessionnelle. Maître de Montaigne, bien que discret, exerçait son influence par des canaux détournés, et des articles de presse locale, apparemment innocents, vantaient l'histoire illustre des grandes familles bourguignonnes, soulignant la nécessité de préserver leur patrimoine moral face aux attaques gratuites. Le message subliminal était clair. Élise dérangeait un équilibre ancien. La pression devenait tangible, une toile d'araignée invisible tissée autour d'elle, menaçant non seulement son enquête, mais aussi sa carrière. Elle se sentait isolée, ciblée, mais l'intensité de cette riposte ne faisait qu'aiguiser sa détermination, convaincue d'être sur la bonne voie. Cette résistance sourde, cette chape de plomb administrative et sociale, aurait pu décourager n'importe qui. Mais pour Élise, chaque porte fermée, chaque silence pesant, chaque regard fuyant, était une confirmation cinglante. Les deux Montaigne ne protégeaient pas seulement un honneur familial ancestral, ils dissimulaient une vérité bien plus effroyable. La lenteur calculée des services, les rumeurs orchestrées, la prudence excessive de la gendarmerie, tout indiquait que le secret était puissant, bien ancré, et potentiellement explosif. La frustration montait en elle, mais elle était tempérée par une colère froide et une détermination inébranlable. Elle avait donné sa parole au visage figé des portraits, aux âmes silencieuses du registre. Elle ne pouvait pas reculer. Au contraire, ces obstacles renforçaient sa conviction que le cœur de l'énigme était à portée de main, et que seule une persévérance inébranlable parviendrait à briser cette omerta tenace qui gangrenait la région depuis des générations. Élise, confrontée à l'imperméabilité des institutions locales et aux murs administratifs infranchissables, comprit qu'elle devait impérativement chercher un soutien académique extérieur pour briser cette chape de plomb. Elle contacta alors le docteur Armand Dubois, un historien réputé de l'université de Dijon, spécialiste des familles nobles rurales françaises et de leur complexe stratégie de préservation foncière. Initialement circonspect face à ce qu'il pouvait prendre pour une simple curiosité généalogique, le docteur Dubois fut rapidement captivé et intrigué par les découvertes méticuleuses d'Élise et par elle,
étrange pattern d'obstruction qu'elle décrivait. Il perçut dans cette affaire le potentiel d'une étude historique révolutionnaire, capable de jeter une lumière crue sur des pratiques ancestrales, souvent occultées par les récits officiels, et la quête d'honneur familial. L'engagement de cet érudit conférait une nouvelle crédibilité à l'enquête des Élise, ouvrant une brèche significative dans l'omerta savamment entretenue. Le docteur Dubois, conscient de l'importance scientifique de l'affaire, mobilisa son vaste réseau académique. Il mit Élise en contact avec la professeure Léa Martin, une généticienne renommée de l'Université de Lyon, spécialisée dans les désordres héréditaires. La professeure Martin fut horrifiée par les implications des arbres généalogiques, que Élise avait patiemment reconstitués. Elle confirma sans équivoque qu'une endogamie aussi extrême et prolongée aurait inévitablement conduit à des malformations génétiques sévères, des déficiences cognitives et des maladies rares, des conséquences parfaitement cohérentes avec les visages marqués et les faiblesses mentionnées dans les vieux registres et les témoignages recueillis. Cette validation scientifique irréfutable était cruciale, transformant une simple curiosité historique en une tragédie humaine étayée par la science. L'implication de ces figures académiques, en particulier l'expertise clinique de la professeure Martin, donna à l'enquête des Élise une légitimité nouvelle et indéniable. Le docteur Dubois, reconnaissant l'ampleur de la découverte historique et ses implications éthiques profondes, suggéra alors une approche plus audacieuse. Il proposa de contacter discrètement Marc Delannoy, un journaliste d'investigation respecté, connu pour son travail sur les secrets régionaux et les injustices sociales en France. L'historien souligna l'importance d'une manipulation prudente de l'information pour éviter toute sensationnalisation, tout en assurant que la vérité, aussi dérangeante soit-elle, puisse émerger au grand jour. Était un pas risqué, mais nécessaire pour percer le mur de silence et la conspiration des notables locaux. Marc Delannoy, d'abord hésitant en raison de la nature extrêmement sensible de l'affaire et du risque élevé de pression juridique de la part de familles influentes, fut finalement convaincu par la méticulosité et la solidité des preuves qu'Élise avait assemblées. Il examina attentivement les portraits miniatures aux traits altérés, les extraits du registre paroissial, les requêtes d'archives délibérément obstruées, et les avis convergents des experts. Le journaliste commença alors sa propre investigation parallèle, se concentrant sur les implications contemporaines de cette dissimulation historique, et sur les dynamiques de pouvoir local qui la perpétuaient. Ses premières enquêtes, menées avec une audace et une directivité inhabituelles pour la région, commencèrent à agiter un nid de frelons bien endormis. Les investigations du journaliste, dont la résonance dépassait largement la sphère administrative locale pour atteindre des cercles régionaux plus vastes, commencèrent à exercer une pression d'une nature différente. Contrairement au travail silencieux et méthodique d'archiviste Élise, la présence de Delannoy était publique, ses questions incisives et ses sources diversifiées. Il devenait de plus en plus difficile pour la famille de Montaigne et leurs alliés de simplement ignorer, ou de balayer d'un revers de main, le scandale naissant. Ce changement de stratégie, passant d'une analyse académique discrète à une investigation médiatique plus visible, marqua un tournant critique, poussant l'histoire cachée de Belle Épine inexorablement vers la lumière, ou œil du public. Le secret ancestral était désormais en péril. Assise face au docteur Jacques Perrin, dans son cabinet désuet aux effluves d'antiseptiques et de vieux papiers, Élise sentait la tension monter. Le vieil homme, dont les mains noueuses témoignaient d'une vie de labeur au service des âmes et des corps, hésitait, le regard perdu dans les souvenirs. Après un long silence, il se leva et, d'une démarche ralentie par l'âge, ouvrit une armoire en bois sombre. Il en sortit un petit coffret, dont il retira, avec une solennité presque religieuse, un carnet usé. Sa couverture de cuir décoloré, marquée par le temps, semblait respirer un passé douloureux. Ceci, Mademoiselle Moreau, est le journal de Jeanne de Montaigne, murmura le docteur, la voix chargée d'une émotion contenue. Ma grand-mère l'a conservé, et il m'a été légué avec la promesse de ne jamais le révéler. Mais il est temps. Élise sentit le poids de l'histoire entre ses mains, une nouvelle pièce maîtresse de son puzzle. Le journal, fragile et jauni, s'ouvrait sur une écriture fine et délicate, presque effacée par le temps. Élise commença à déchiffrer les premières lignes, chaque phrase révélant l'âme en peine d'une femme piégée par les conventions de son époque et les exigences de sa lignée. Jeanne écrivait avec une lucidité déchirante sur les mariages arrangés, les unions consanguines nécessaires pour la terre, et les conséquences invisibles mais dévastatrices de ses choix.
Ces mots confirmaient les murmures du registre paroissial et étrange ressemblance des portraits miniatures. Ce N était plus une froide analyse historique, mais le témoignage vivant d'une souffrance intime, une confession silencieuse qui donnait un visage humain à la dégénérescence génétique que Élise avait si méthodiquement mise au jour. L'encre pâlie portait le fardeau de générations sacrifiées. Les pages suivantes plongeaient Élise dans l'horreur quotidienne de Jeanne. Elle décrivait avec une précision bouleversante les naissances d'enfants, faibles, au visage marqué par la nature, certains ne vivant que quelques jours, d'autres grandissant avec des esprits troublés ou des infirmités physiques évidentes. Jeanne parlait de son désespoir, de son impuissance face à la fatalité, se demandant si Dieu punissait sa famille pour leurs alliances contre nature. Le journal révélait la brutalité silencieuse de cette endogamie forcée, non pas comme une donnée statistique mais comme une succession de vies brisées. Était la preuve la plus accablante, une voix arrachée au silence, offrant une perspective intime et tragique sur le coût humain de la préservation foncière. La découverte du journal de Jeanne ne fut pas seulement une révélation pour Élise, elle fut une déflagration émotionnelle. Chaque mot pâli, chaque description déchirante des enfants faibles et des destins brisés, donnait une voix aux silencieux, aux oubliés. Loin de rester confinée aux archives, cette vérité intime, couplée aux preuves méticuleuses d'Élise, alimentait désormais l'enquête parallèle de Marc Delannoy. Le journaliste, armé de faits concrets et de témoignages académiques, n'hésitait plus à pousser ses investigations, remuant les eaux calmes de la Bourgogne. Sa présence, ses questions insistantes, ses rendez-vous discrets avec des sources locales, transformaient l'omerta ancestrale en une marmite sous pression. La résistance passive laissait place à une nervosité palpable, un signe que le mur de silence commençait enfin à se fissurer sous le poids d'une vérité trop longtemps enfouie. Les premiers échos des investigations de Delannoy, d'abord des rumeurs puis des articles précurseurs dans des médias régionaux indépendants, eurent l'effet d'une onde de choc. Sans nommer encore explicitement la famille de Montaigne, le journaliste évoquait des « secrets de lignée terrienne en Morvan », des pratiques ancestrales aux conséquences dramatiques, et des tentatives d'obstruction à des recherches historiques. Ces allusions, subtiles mais percutantes, suffisaient à agiter les cercles bien établis de la région. Les conversations chuchotées dans les cafés d'Autun, les regards échangés dans les mairies, tout indiquait que l'affaire de Montaigne était désormais sur toutes les lèvres. La bonne famille voyait son image immaculée se craqueler, et la peur du scandale, longtemps contenue, commençait à se propager comme une traînée de poudre, transformant la discrétion rurale en une curiosité insatiable. Face à cette escalade médiatique, Maître Henri de Montaigne, d'ordinaire 6 mètres de lui, ressentait une pression inédite. Les appels se multipliaient, ses alliés locaux s'interrogeaient, les menaces voilées se transformaient en une exposition publique dérangeante. Il tenta une dernière fois de mobiliser ses réseaux, d'exercer son influence pour étouffer la rumeur. Mais le vent avait tourné. Les rédactions, encouragées par la légitimité des experts académiques et la détermination d'Élise, refusaient de céder. L'honneur familial, autrefois un bouclier impénétrable, devenait une cible. Les articles, de plus en plus directs, commençaient à relater des faits troublants, des allusions aux visages marqués et aux mariages arrangés, qui résonnaient avec les témoignages populaires et les analyses d'Élise. Le patriarche sentait son monde écroulé, la façade séculaire de sa lignée menaçant de s'effondrer publiquement. La révélation imminente du secret des De Montaigne dépassait désormais les frontières du Morvan. Des journalistes de la presse nationale, alertés par Marc Delannoy, commençaient à s'intéresser à cette affaire de consanguinité aristocratique, qui promettait de dévoiler une facette sombre de l'histoire rurale française. L'enquête d'Élise, initialement une quête solitaire d'archivistes, était devenue une affaire publique, scrutée par l'opinion. La pression sur Maître de Montaigne devenait intenable. Il était plus question de simples titres de propriété, mais de l'héritage moral et génétique d'une famille, exposée à la lumière crue des projecteurs. Le point de non-retour était atteint. Le scandale était inévitable, et la vérité, aussi monstrueuse soit-elle, s'apprêtait à éclater au grand jour, défiant des siècles d'omerta. Dans l'amphithéâtre des archives départementales, l'air était palpable, chargé d'une tension électrique. Élise Moreau, debout devant un auditoire composé de journalistes, d'historiens, de fonctionnaires locaux et de quelques curieux villageois, sentait le poids de son enquête sur ses épaules. Elle commença sa présentation, sa voix claire et posée, détaillant avec une précision chirurgicale la découverte du manoir de Belle Épine, les portraits miniatures,
et les premières anomalies du registre paroissial. Soudain, un brouhaha éclata à l'entrée. Maître Henri de Montaigne fit son apparition, flanqué de 2 avocats à l'allure sévère, son visage marqué par une colère froide et une dignité blessée. D'une voix forte, il tenta d'interrompre Élise, dénonçant un acharnement diffamatoire et une atteinte intolérable à l'honneur d'une famille séculaire, brandissant des documents juridiques pour tenter de faire cesser la conférence et de préserver un secret qui menaçait de s'écrouler. Élise, loin de se laisser intimider, fixa Maître de Montaigne d'un regard déterminé, réaffirmant la mission de vérité des archivistes. Puis, d'un geste solennel, elle invita le père Dubois et le docteur Perrin à la rejoindre. Le vieil ecclésiastique, d'une voix tremblante mais ferme, témoigna de l'accès difficile au registre et des dispenses de consanguinité parfois omises, suggérant une dissimulation. Le docteur Perrin, les mains noueuses agrippant le pupitre, évoqua les souvenirs poignants des visages marqués qu'il avait rencontrés dans sa jeunesse, des maladies héréditaires inexplicables. Élise sortit alors le carnet usé du docteur Perrin, le journal de Jeanne de Montaigne. Elle commença à lire des extraits choisis, les mots d'une aïeule décrivant la douleur des mariages forcés et les destins brisés de ses enfants. Le silence dans la salle était assourdissant, rompu seulement par sa voix, portant le poids de l'histoire et de la souffrance. Chaque phrase était une preuve irréfutable. Le point culminant arriva lorsque Élise projeta sur elle, écran géant, les portraits miniatures découverts dans le manoir. Les visages, aux traits étrangement similaires et parfois déformés par les marques de la consanguinité, remplirent l'espace, symbole muet de générations sacrifiées. Une onde de choc parcourut l'assemblée, chacun mesurant l'ampleur de la tragédie humaine derrière ces effigies. Maître de Montaigne, auparavant si combatif, vacilla. Son visage se décomposa, les dernières parcelles de sa dignité s'effondrant sous le poids de l'évidence. Il regarda les portraits, puis Élise, puis le sol, comme s'il voyait pour la première fois la vérité crue de l'héritage de sa famille. L'omerta, le bouclier qu'il avait si farouchement défendu, était brisé en 1000 morceaux, exposant au grand jour la culpabilité, la souffrance et la dissimulation. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel discours, marquant la fin d'une ère de secret. L'onde de choc des révélations Élise ne se limita pas aux murs des archives départementales. Elle déferla sur la Bourgogne, puis sur l'ensemble de la France, ébranlant les fondations d'une certaine vision romantique des grandes familles terriennes. L'histoire des de Montaigne, autrefois synonyme de prestige et de tradition, devint le symbole glaçant des dérives de l'endogamie et de la préservation acharnée du patrimoine. Les discussions s'enflammèrent dans les médias, remettant en question la bonne société et la complaisance passée. Ce était plus un simple fait divers, mais une réflexion nationale sur le poids des secrets familiaux, l'omerta rurale, et le coût humain de la conservation du statut social. La France, confrontée à cette part d'ombre de son histoire, devait désormais regarder en face les conséquences de pratiques longtemps tolérées, ouvrant une brèche dans des silences séculaires. Face à l'ampleur du scandale et au poids irréfutable des preuves, Maître Henri de Montaigne, brisé mais digne, prit une décision qui allait marquer un tournant. Loin de s'enfermer dans le déni, il reconnut publiquement l'histoire tragique de sa lignée. Il s'engagea à financer une exposition permanente aux archives départementales, intitulée « Les visages oubliés de Belle Épine », un mémorial poignant dédié aux victimes silencieuses de l'endogamie familiale. Les portraits miniatures, le journal de Jeanne, et des extraits restaurés des registres falsifiés, y seraient présentés, transformant un secret honteux en une leçon d'histoire. Ce geste, empreint d'une douleur sincère, offrait une forme de réparation aux générations sacrifiées. Élise, quant à elle, fut saluée comme une héroïne de la vérité, sa mission de gardienne de la mémoire prenant tout son sens, et son travail devenant une référence pour les archivistes. L'affaire de Montaigne, au-delà de sa résolution locale, eut des répercussions nationales. Elle relança le débat sur la protection des archives publiques, soulignant la vigilance nécessaire face aux manipulations historiques et l'importance de l'accès à l'information. Des éthiciens et des généticiens soulignèrent la pertinence de sensibiliser au risque de l'endogamie, même si les pratiques extrêmes des de Montaigne appartenaient à un autre temps. L'histoire de Belle Épine devint un cas d'étude, un rappel puissant que la vérité, même la plus sombre, finit toujours par émerger, portée par la persévérance. Elle inspira d'autres recherches, brisant l'omerta d'autres régions. L'héritage de cette enquête fut une prise de conscience collective, un appel à la transparence et au respect des vies enfouies.
Si ce récit de courage et de vérité vous a captivé, abonnez-vous, et découvrez d'autres affaires tout aussi troublantes.